Le club. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du Club, le podcast des médiathèques de Quimper-Bretagne occidentale. J'espère que vous êtes bien installés chez vous pour nous écouter pour au moins une bonne petite heure, je pense. Et je suis accompagné aujourd'hui de 3 nouveaux visages, donc en très bonne compagnie, avec François. Ça va François ? Bonjour, oui, ça va très bien. La forme ? Et ça va très bien, oui, la forme. On a aussi Claire qui est avec nous. Bonjour à tous. Bon, je vois que tu as préparé des petites choses. J'ai des petites notes, ouais, en effet. Nickel. Et Pascal qui est aussi avec nous. Bonjour. Bon, t'as l'air un petit peu stressé, il n'y a pas de raison, normalement ça va le faire. Est-ce que ça va bien ? Ça va très bien, oui. Nickel. Et donc moi, Alexis, comme la première fois. Comme je disais, on est là pour un petit peu discuter culture. On a tous eu certainement des lectures, des films, on a écouté de la musique, on a joué à des choses au cours des dernières semaines. On est là juste pour discuter à la cool entre nous et vous partager un petit peu nos dernières découvertes. Il y a une phrase que j'avais envie de dire. On a enfin trouvé un nom. Du coup, la dernière fois, on ne savait pas comment allait s'appeler le podcast. Et du coup, bienvenue dans le club. Merci. Bienvenue à tous. Alors, est-ce que l'un d'entre vous a envie de commencer peut-être, nous parler d'une de ses lectures ou, Je peux commencer Ouais, si vous Claire, êtes je vois que d'accord. tu as des petites choses, donc En fait, on va t'écouter. C'est gentil, merci. En fait, je suis partie au départ sur l'idée de tisser à partir de coups de cœur ou de choses qui m'avaient plu, pas forcément récemment d'ailleurs. Ok, Et en partant, donc comme je travaille particulièrement dans le secteur jeunesse, plutôt par des questionnements sur les âges en fait. ok. Donc, un premier coup de cœur qui s'adresse plutôt aux plus jeunes. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est Classe de Lune. Donc, c'est un album qui est apparu aux éditions L'École des loisirs Je connais pas du tout. en 2019. Ok, Et en fait, dans cet album, c'est le jour de la sortie scolaire, destination, comme son titre l'indique, la Lune. ok. C'est quand même assez étonnant et motivant. En fait, là, la classe va s'envoler à bord d'un vaisseau spatial pour une journée riche en découvertes. Trop bien. Sauf qu'à un moment, il y a une petite fille, une petite astronaute. Elle se tient un peu à l'écart du groupe, elle dessine, elle a des crayons, etc. Elle est un petit peu dans sa bulle. Et là, elle se rend pas compte que ses camarades, en fait, ont redécollé sans elle. Donc, c'est un petit peu... Donc elle se retrouve toute seule. Elle se retrouve toute seule sur la Lune à ce moment-là. Et voilà. Mais est-elle vraiment seule ? C'est un petit peu la question qui va se poser. Trop bien. Et ce que j'aime vraiment dans cet album, c'est qu'en fait, il n'y a pas du tout de texte. Donc c'est assez surprenant, voire un peu lunaire par endroits, quoi. Et justement, ça permet de voir que même sans les mots, on peut faire passer beaucoup de choses. Je trouve que c'était intéressant aussi, un peu dans l'air du temps, avec le lancement de la mission Alpha de Thomas Pesquet, qui permet de... C'est clair que tu es dans le thème. Là, je suis dans le thème, en fait, Carrément. effectivement. Ça peut permettre de faire rêver les petits, les grands, et vraiment, c'est un chouette album. En fait. Ouais, donc tu penses que ça peut même plaire à des adultes C'est quand même très axé pour les petits, Ouais, mais après, là, je rebondissais plus sur l'aventure de Thomas Pesquet, mais ok. pour cet album, c'est quand même plutôt du public assez jeune, Ouais. et ça renvoie... On a quelques autres albums comme ça dans les collections qui n'ont pas du tout de texte, voire Ouais. des BD, je pense à Petit Poilu notamment. Ouais. Ça permet, pour l'adulte, je trouve que c'est une autre façon d'aborder le support. En vrai, Avec pendant son que t'en enfant, parlais, quoi. je me disais que ça ferait un bon pitch de film en fait d'animation. Oui, c'est vrai. Et en plus, comme tu dis qu'il n'y a pas forcément de paroles, tu vois, ça fait presque un peu storyboard. Complètement, en fait. Après, chacun peut y mettre ses propres mots. L'adulte lecteur peut être un peu désarmé au départ, parce que Ouais. raconter sans texte, c'est étonnant. Mais en fait, justement, ça offre à l'adulte et à l'enfant une autre façon de se positionner par rapport à son imaginaire. Et en fait, ça marche très bien. Ok. C'est ça qui est super Trop cool. sympa. Ouais. Et juste pour finir, pardon, Ouais, vas-y, dis-moi. l'auteur a récidivé déjà avec... cette année même, nous, il est en commande pour la médiathèque, une nouvelle aventure, mais cette fois, on part en classe sous-marine. Ok. Voilà, donc à découvrir aussi, c'est vraiment sur le Donc même cette principe. fois, au lieu de monter, on descend, c'est cette ça fois, on descend, ouais, Ok. voilà, un autre élément. Vous connaissez peut-être cet album Non, tous les pas deux du tout. Non. Non, c'est une découverte. Du tout. Moi, Classe de Lune, je le connaissais. C'est vrai que j'aime beaucoup les albums sans texte. C'est toujours, comme dit Claire, c'est super déroutant en tant qu'adulte parce que on a l'habitude d'être très très focalisé sur l'écrit et le texte. On a envie quand on raconte une histoire parfois que ça serve d'apprentissage à l'enfant pour la lecture. Et du coup, un album sans texte, ça sert à rien. Ça donne l'impression que ça sert à rien. Ça apprend pas à l'enfant à Ouais. lire. Il y a pas de nouveau vocabulaire. Il y a pas de
Mais effectivement, ça fait créer tout un autre imaginaire, toute une autre manière de dialoguer avec l'enfant. Et c'est un partage complètement différent de la narration. Donc, Franchement, moi, ça j'aime me donne beaucoup. envie, alors que je suis normalement pas trop le Pas public trop. cible, mais T'es pas franchement, trop grand, Alexis, ça a je l'air pense pas que ça mal, peut te plaire. pas mal du tout. Mais il y a des très très beaux albums sans texte. Je pense aux albums de Guy Lopé, par exemple. Oui, complètement. Ouais. Qui sont en effet d'ombre chinoise, noir sur blanc ou blanc sur noir, et qui en racontent en très très peu d'éléments des histoires, mais parfois très fortes ou angoissantes. Il y a aussi, tu connais très peut-être belle. Imagine et Voyage Oui. de Aaron Baker. Chez Gauthier Langros, c'est vraiment des albums c'est sans texte du début à la fin, et là on s'évade complètement, quoi. Et il y a une force des illustrations aussi qui porte, Ouais. qui permet ça en fait. Moi, c'est un univers qui m'est totalement inconnu, les albums jeunesse, donc je suis toujours intéressé par ce genre de trucs. Et après, j'aime bien les feuilleter, parce que on découvre souvent des choses qui sont assez chouettes. Ah oui, il y a des pépites sur Complètement. dans les albums comme ça. Ouais. Là ils sont empruntés en ce moment, enfin celui-là en tout cas, mais Ouais, Faudra après, pas c'est pas grave, de hésiter, toute manière, on est juste là pour en discuter. Donc, Pascal, est-ce que je vois aussi que tu as des albums sous le coude, donc est-ce que tu voudrais nous parler de Ouais. l'un d'entre eux? Alors moi aussi, effectivement, je suis partie sur des albums jeunesse et des coups de cœur que j'ai eus depuis le début de ma carrière de bibliothécaire, en fait. Et ça m'a permis, là, en préparant cette émission, d'en découvrir un troisième que je ne connaissais pas du tout. En fait, c'est des coups de cœur de l'auteur Rascal, Ok. qui est un auteur d'albums jeunesse que, pour tout ce que j'ai lu, en tout cas, j'aime beaucoup. Je n'ai pas lu toute son œuvre, hein. L'un des premiers coups de cœur que j'ai eu pour cet auteur, c'est Ami Ami. j'adore aussi. Celui-ci, je l'ai découvert en formation, et le formateur nous l'a fait découvrir comme les enseignants le font découvrir dans leur classe. Ok. En fait, cet album-là, il est assez... Donc moi, il avait divisé le groupe en deux groupes. J'étais dans le groupe qui découvrait d'abord le texte sans voir les illustrations, alors qu'un deuxième groupe découvrait d'abord les illustrations sans connaître le texte. Le texte, c'est le grand méchant loup pense que s'il avait un ami, il l'aimerait comme il est. Le gentil petit lapin pense que s'il avait un ami, il aimerait qu'il mange les mêmes choses que lui. Et il y a tout un effet comme ça. Grand méchant loup, il aimerait son ami même s'il était mauvais joueur. Gentil petit lapin, il aimerait son ami à condition qu'il aime les mêmes jeux que lui. Grand méchant loup, il aimerait son ami de manière entière et absolue. Gentil petit lapin, il aimerait son ami à condition qu'il sache dessiner. Donc il y a tout un jeu comme ça de dialogue. On se dit, en fait, le loup, c'est un vrai ami, c'est une amitié absolue, forte. Enfin, lui, voilà, quand il est ami, il va jusqu'au bout. Alors que gentil petit lapin, il n'est pas si gentil, il est égoïste, il pense qu'à lui, il a besoin de n'être qu'entre soi pour pouvoir aimer quelqu'un. Il faut que ce soit absolument quelqu'un qui lui ressemble. Donc avec le texte, on n'aime pas trop petit lapin et on est un peu plus attiré par grand méchant loup. Donc déjà, j'aimais bien ce décalage dans le texte. Et puis ensuite, on voit les illustrations. Et là, les illustrations, on se dit, est-ce que j'ai pas bien compris le texte? Ok. Parce que le grand méchant loup, il est très noir, il est très sombre, il prépare son repas, mais il ne met qu'une assiette. Il regarde de loin, on dirait un peu Lex Luthor en haut de sa tour. Enfin voilà, il y a quelque chose dans les illustrations, Il cache est pas un inquiétant. couteau à un moment donné Voilà. aussi. Un petit peu. Finalement, au bout d'un moment, le loup se dit, puisque j'ai pas d'amis ici, je vais descendre de ma tour pour aller en trouver un. Et il descend et il va rencontrer le lapin. Et il descend, effectivement, il a sa fourchette à la main, on ne sait pas, mais est-ce qu'il... Enfin, voilà, du coup, l'illustration est très perturbante par rapport au texte. Et du coup, pendant tout l'album, on se demande s'il n'est pas en train de mentir, en fait, non? En fait, du coup, on ne sait pas. Et toute la force de Rascal, c'est qu'il ne donne pas la réponse. Là, je suis en train de regarder les illustrations, et effectivement, enfin, le loup, il est... Enfin, dans les illustrations, ça fait grave grand méchant. Quand tu disais Lex Luthor, là, il y a une illustration où il est de dos en train de regarder par une vitre. C'est vraiment la scène du grand méchant qui est en train de préparer son plan machiavélique. Ouais. C'est génial. Avec une humanisation, du coup, forte quand même des personnages. Ah, mais ça donne trop envie. Moi, je l'ai dans ma bibliothèque personnelle, dédicacée par Rascal. Et il avait bien. Justement mis un message comme quoi l'interprétation, elle était vraiment à chacun, quoi, parce que on finit un peu sur une note. Ah, ben du coup, en fait, la fin, trop, je ne veux pas spoiler la fin, mais effectivement, du coup, on ne sait pas. Est-ce que grand méchant loup et gentil petit lapin vont devenir amis? Est-ce que grand méchant loup, en fait, quand il dit qu'il aime, c'est pas qu'il aime d'amour, c'est qu'il aime comme on aime du steak?
Il y a tout un jeu de vocabulaire en fait très fort. En fait, Aimer on est tout le tendrement temps dans comme on l'actu, aime là. de la viande tendre, aimer indéconditionnellement, enfin voilà. Du coup, on ne sait plus en fait avec le jeu des générations, on ne sait plus ce que ça voulait dire. Et est-ce que gentil petit lapin est si égoïste? Est-ce qu'il a apprécié le loup malgré ses défauts et ses différences, ou alors pas du tout? Du coup, il y a alors. On Est-ce peut que trouver petit des lapin, il n'est pas interprétations. réaliste? Est-ce que l'amitié, c'est pas un truc égoïste? Tout à fait. Voilà, finalement, est-ce qu'on ne devient pas amis avec les gens qui nous ressemblent de toute façon? Ouais. Effectivement, c'est ça. Donc, il pose plein de questions et je pense que c'est un livre qu'on peut redécouvrir d'âge en âge. Les plus Ouais. jeunes vont avoir une première interprétation assez intuitive. Et puis, plus on grandit, plus on voit des détails dans le vocabulaire, dans les illustrations qui font réfléchir autrement. Et de toute façon, très généralement, les adultes n'ont pas du tout le même premier ressenti que les enfants. Donc, vraiment, c'est un album qui se lit à tous les âges et qui s'interprète différemment plus on... Ah, moi, j'adore Plus ça, on les grandit. œuvres qui vont avoir différents niveaux de lecture en fonction de l'âge, mais aussi de l'expérience qu'on peut avoir. C'est un petit peu ce que j'ai abordé la dernière fois avec l'étrange cas du Dr Jekyll and Mr Hyde. C'est-à-dire que sur le principe, par exemple, ici, c'est classé en livre plutôt pour les ados. Alors que je pense vraiment que quand on est adulte, on a un niveau de lecture qui est totalement différent. On va avoir des thématiques qu'on ne comprend pas du tout Ah quand, oui, c'est quand sûr, on est ouais. ado. Ouais. Oui, tout à fait. Notamment, j'expliquais que tu vois, la potion qu'il va prendre pour se transformer en Mr Hyde, moi, j'y ai vu tout de suite un parallèle avec la drogue, en fait, quelque chose que tu as consommé et qui va te transformer. Et finalement, même si tu sais que ça a des effets néfastes sur toi, tu vas y retourner. Je suis pas certain que quand tu lis l'œuvre à 12 ans, ça, tu le vois directement. C'est possible que non. Non, c'est sûr, sans doute. Et que non. nous, en tant qu'adultes, on va avoir un autre niveau de lecture là-dessus. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Alors, il y a des œuvres où c'est voulu et d'autres pas forcément, parce que les auteurs, des fois, vont glisser en fait, dans une œuvre leur expérience personnelle en se disant qu'ils font quelque chose pour les enfants, mais en fait, ils mettent une part d'eux et ça va parler aussi à des adultes. Bref, C'est je trouve ça. ça, Complètement. je Ouais. trouve ça trop chouette. En vrai, ça donne trop envie. C'est vrai, mais c'est très vrai en jeunesse, ce Oui. double, voire multi-niveau de lecture qui est Ouais. super intéressant. Quoi. Bah, je vais finir par lire que des albums jeunesse. en Voilà. fait. Tu Allez, peux, moi, voilà. c'est ce que j'ai Trouver fini ton- par faire. Je ne lis plus Il est que de la converti. jeunesse maintenant. C'est super. Non, et l'objectif, c'est que ça te donne C'est ça aussi aussi, envie ah aux bah gens oui, qui oui. nous écoutent. Ouais. D'ailleurs, la dernière fois, on a eu des commentaires de gens qui nous disaient ah bah c'est trop chouette, là j'ai une grosse pile ou une grosse liste de choses que maintenant j'ai envie de lire ou que Ah, franchement, Je ça vais donnait envie. emprunter Moi, ou j'en ai m'acheter, réservé donc, aussi derrière. c'est Quelques-uns, trop bien. oui, Ouais, oui, ouais. oui, ouais. C'est intéressant. François, toi, t'es Oui. pas très très jeunesse, hein, si? Alors si, ça m'arrive de Si. lire ça m'arrive de lire des albums. Si, Ouais. si, pas mal. Alors Rascal, je connais. Celui-là, il m'a échappé, donc je vais me précipiter dessus à la fin du podcast pour le regarder et le lire. Mais ça m'arrive, si, bien sûr, Ok. de lire des albums. T'as peut-être des petites choses dont t'aimerais nous parler Mais voilà, alors moi je vais passer en littérature adulte. Je vais vous présenter Ok. un roman adulte, alors que vous Carrément. avez peut-être lu, puisque ça a été l'une des plus grosses ventes l'année dernière en France. Hein. C'est le prix Goncourt 2020, L'Anomalie Non, je d'Hervé l'ai pas lu. Letellier. Alors pour être franc, je suis pas très littérature française, je suis pas non plus prix Goncourt, j'en ai très peu lu. Et là du coup, c'est plus par curiosité que je suis allé voir ce livre-là et je l'ai lu ce week-end. Donc c'est vraiment très très frais dans ma Ok. mémoire. Voilà, donc je l'ai téléchargé en e-book. Trop bien. Voilà, donc il est disponible sur le site des médiathèques. Et du coup, le bouquin, il fait 300 pages. Voilà. Et Ouais. par curiosité, j'ai commencé à le lire. Et en 3 jours, je l'ai terminé. Et là, je me Magnifique. suis dit, c'est peut-être un coup de cœur que j'ai sur ce bouquin. Et effectivement, je l'ai trouvé intéressant. Alors, le bouquin, c'est un roman qui commence de manière classique, qui est aussi un roman à suspense et un roman de science-fiction. Donc, il mélange pas mal de genres. Ok. Et il est assez particulier, donc il est écrit par donc c'est Hervé Letellier qui fait partie de l'Oulipo. Donc l'Oulipo, c'est ce genre littéraire qui avait été créé par Georges Perec, Raymond Queneau, donc qui aime bien tout ce qui est parler de la littérature, les jeux de mots, les jeux de lettres, etc., les jeux d'esprit. Et donc là, le roman, il commence comme un roman classique. C'est-à-dire, il va nous présenter un certain nombre de personnages. Donc, on a un tueur à gages, intéressant, français.
avec des passages assez cruels de tuerie, voilà, mais bon, qui reste quand même très classique dans un roman à suspense, très classique dans un roman policier. On a une star du hip-hop, voilà, qui d'un coup d'un seul devient une star d'Internet et qui est connue partout dans le monde en une seule chanson. Une avocate très très pugnace dans sa volonté de vouloir faire des grandes affaires, de faire de l'argent. Et à un moment donné, on sait pourquoi. Voilà, elle veut vraiment réussir dans sa vie d'avocate parce que du coup, elle a sa sœur qui est malade, elle est aux États-Unis et les soins aux États-Unis sont très très chers. Donc forcément, elle a une volonté de réussir et d'aller dans un des plus grands cabinets d'avocats. On a un architecte qui, lui, le pauvre, il se sent vieillir. Il a une soixantaine d'années, 60, 65 ans. Et il se sent vieillir. Alors, il aime bien sortir avec les jeunes filles, mais bon, il sent bien qu'il y a quelque chose en lui qui est un peu... Et on a un écrivain totalement déprimé et qui, alors, je donne un petit truc, qui, au bout d'un moment, se jette par la fenêtre. Après avoir écrit un roman qui s'appelle L'Anomalie. Ok. Tous ces personnages sont présentés. Alors, il y a une dizaine de personnages, je ne les ai pas tous cités, qui sont présentés de manière totalement classique. Un chapitre, un personnage. Voilà. Et ils ont tous un point commun, ces personnages, c'est qu'en mars 2021, ils ont tous pris le même avion, un Paris-New York, dans un Boeing d'Air France, avec un vol qui s'est quand même mal passé. Il y a eu une tempête, il y a eu un énorme... Faut pas me dire ça. Voilà, il y a eu un énorme trou d'air. Ça Oui, me fait Claire, marrer je suis parce que désolé suis en train de pour toi. regarder Lost en ce moment, donc... Donc il y a eu un énorme trou d'air, il y a eu de la grêle, il y a eu la tempête. Donc tous ces passagers-là, il y avait un peu plus de 200 passagers dans l'avion, et ils se souviennent tous de ce vol-là. Et c'est le point commun qu'il y a entre les personnages. Et là, on est au premier tiers du livre. Et là, il y a deux solutions dans ce podcast. Soit je m'arrête ici, je ne raconte plus rien, soit je continue à vous raconter un petit peu ce qui se passe, mais du coup je spoil un petit peu. Tu m'intrigues et tu me frustres en même temps. Je spoil un petit peu l'histoire. Donc ce qui est bien avec le podcast, c'est que si les gens ne veulent pas écouter la suite de l'histoire, ils avancent un petit peu de 5 minutes. C'est pas faux, oui, carrément. Voilà. Et ceux qui veulent écouter un petit peu le reste de l'histoire, et effectivement, ça spoil un petit peu le suspense. Voilà, ils écoutent la suite. Nous, on t'écoute. Je continue. Et puis, ceux qui ne veulent pas écouter, ils avancent de quelques minutes et j'aurai terminé mon spoil. Donc, en fait, après cette première partie, ce premier tiers du livre, il va se passer une anomalie. Puisque en juin 2021, donc là on est en science-fiction, puisque effectivement on n'y est pas encore, on y est presque mais pas encore. Donc en juin 2021, les tours de contrôle de New York reçoivent un appel d'un avion qui veut atterrir à New York et quitter un vol Paris-New York avec le même numéro de vol. Non mais je te jure, c'est Lost le truc. Avec le même commandant de bord et avec, ils vont se rendre compte, le même nombre de passagers et les mêmes passagers. Et donc, ce vol est dérouté évidemment vers un autre aéroport, un aéroport militaire. Ce vol est mis de côté. Et ce qu'il y a de surprenant, c'est que les passagers qui sont dans ce vol ont toujours l'impression d'être en mars 2021. C'est-à-dire que dans ce vol-là, les gens ont perdu 3 mois de leur existence. Mais chose encore plus curieuse, c'est que leur double a continué à exister et eux sont à un autre endroit de la planète en juin 2021. Ah non, mais j'ai trop envie de le lire. Du coup, ça donne incroyable. Voilà. Donc, il y a des doubles qui vont se créer, et peut-être se rencontrer, peut-être. Alors, je vais m'arrêter là, parce que là, on est à un peu plus de la moitié du livre. Il reste encore une autre moitié à découvrir. Et on va rencontrer des personnages existants, c'est-à-dire qu'on rencontre Donald Trump, on rencontre Emmanuel Macron, on rencontre le président chinois, qui sont au courant de cette affaire et qui vont être obligés de prendre des décisions.
Si tu m'avais dit qu'ils étaient dans l'avion et qu'on se retrouve avec deux Macron, deux dans Trump dans Xi dans le Jinping. livre, il y a une phrase où il dit le risque, ça pouvait être ça aussi, c'est que Air Force One soit aussi dédoublé. Voilà. Et je vous dis pas non plus le final qui est assez surprenant. Et voilà. Et donc c'est un livre que j'ai dévoré en 3 jours. Voilà, tout mon week-end a été sur ça. Mais c'est d'une lecture extrêmement facile puisque l'auteur écrit très très bien. Et c'est un page turner, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on se dit à la fin d'un chapitre, on a vraiment envie de savoir ce qui se passe après. Voilà. Ça donne envie en tout cas. Et ça donne Merci envie. pour ça. Alors je me suis dit, donc par curiosité, je suis allé voir un prix Goncourt. Celui de Et du coup, 2020. je regrette pas. Je regrette pas, j'ai déçu, pas été quoi. déçu du tout. C'est Franchement, chouette. je comptais pas parler Voilà. de Lost, mais là, du coup, ça me donne trop envie de Bah oui, parler de ça voilà. parce que je suis en Et- train de regarder Lost. Alors, je crois que je l'avais vu il y a une dizaine d'années. J'étais peut-être un petit peu jeune, je pense, pour vraiment profiter de la série. Donc, je l'ai peut-être pas précisé, mais du coup, Lost, je parle de la série, De la série, oui. en 6 saisons. Et la redécouvrir là, quelques années plus tard, tu vois, on parlait tout à l'heure du fait d'être plus âgé, etc. C'est génial. Enfin, je sais pas si vous avez vu Lost ou pas. Alors moi j'avais vu Non, les moi, je l'ai pas vu. premiers épisodes et puis après j'avais un petit peu lâché. En fait, c'est une Mais série effectivement, qui est... les premiers épisodes sont assez impressionnants. Ouais, c'est hyper mystérieux. En fait, on va avoir un avion qui va s'écraser sur une île mystérieuse. Alors déjà, ce qui est hyper étonnant, c'est que crash d'avion, mais une bonne partie des gens sont survivants et en plutôt bon état. Donc déjà, première chose. Et en fait, ils vont se retrouver sur cette île où il se passe des choses assez mystérieuses. Des espèces de phénomènes, on ne sait pas s'ils sont paranormaux. Il y a des choses de leur vie d'avant qui vont avoir de l'écho sur l'île, notamment, je pense à un personnage qui, là je dévoile pas parce que c'est la première saison, et vraiment l'idée c'est que il y a des mystères qui vont plus ou moins être résolus au fur et à mesure de la série, qui va gagner en fait au loto grâce à une série de chiffres que lui a dit un homme dans un hôpital psychiatrique, et qui va retrouver cette même suite de chiffres à plusieurs endroits sur l'île, notamment gravés à un endroit. Ensuite, je vais pas trop en dire parce que là, je vais révéler. Et vraiment, c'est trop bien écrit. En fait, chaque épisode joue sur 2 plans, c'est-à-dire que en même temps, on va découvrir leur vie sur l'île, comment est-ce qu'ils vont survivre, tous ces phénomènes un peu paranormaux et tous les mystères qui vont apparaître. Peut-être qu'il y a aussi de la vie sur cette île. Et dans le même temps, à chaque fois, chaque épisode se centre un petit peu sur un personnage et on va en apprendre sur son passé. Et petit à petit, au fil des épisodes, un petit peu comme dans le livre dont tu parlais tout à l'heure, on va se rendre compte que certains personnages se sont peut-être plus ou moins rencontrés par le passé. Je pense notamment au père du personnage principal de la série qui s'appelle Jack, qui a déjà bu des coups avec un autre gars qui est sur l'île, qui a engagé une fille qui est aussi sur l'île. Bref, il y a vraiment des liens entre les personnages. Et on en arrive toujours à se demander, non mais attends, s'ils sont sur cette île, c'est pas pour rien. Bizarrement, on n'arrive pas à les retrouver. Ils semblent tous avoir une destinée. Alors là, je spoil pas du tout parce que c'est l'épisode 2. On a par exemple un personnage qui était en situation de handicap, qui ne pouvait plus utiliser ses jambes et qui, maintenant qu'il est sur l'île, arrive de nouveau à marcher. Bref, c'est vraiment fou. Il y a une vraie montée en puissance, notamment pendant les 2 premières saisons. Là, je viens de finir la 3 et j'attaque la 4. Je me souviens à peu près comment ça finit, donc j'ai une vraie préférence de mémoire pour les premières saisons, mais ça vaut vraiment le détour. Enfin, c'est hyper bien écrit. Ça a été réalisé par J.J. Abrams, que vous connaissez peut-être. Je crois qu'il a réalisé le film Super 8. Oui, c'est ça. Il a fait, bon, moi je les aime pas trop, mais 2 des 3 derniers Star Wars. Je crois qu'il a travaillé sur des films Star Trek et sur tout un tas de choses. Voilà, la série est vraiment, vraiment réussie. Je vous recommande ça à fond. Si vous aimez bien les trucs mystérieux. Un peu de binge-watching. Ouais, par contre, c'est du costaud, parce que de mémoire, je crois que chaque saison, c'est une vingtaine d'épisodes de 40 minutes. D'accord. Bah là, par exemple, Pendant un week-end. moi qui suis très ciné, en temps normal, je regarde entre 6 et 10 films par semaine. Là, ça fait peut-être 2-3 semaines que j'en ai pas vu, puisque ça se remplit tellement vite avec une série comme ça que c'est un peu compliqué de regarder autre chose. Mais franchement, ça vaut le détour. Après, il faut être motivé pour se lancer peut-être pendant un mois sur un projet de relation avec une série, quoi. Donc, aucun de vous ne l'a vu ? Et non.
il faut. Pas en entier, non. Ouais, moi, j'ai vu des petits épisodes épars quand ça passait à la télé et que j'étais là, mais je me suis pas accrochée au point de tout regarder d'un coup. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'en soi, la série ne répond pas à tous ces mystères, alors ce qui peut parfois être frustrant, mais qui laisse pas mal place à l'imagination et notamment aux théories. Moi, ce que j'adore, c'est aller sur YouTube ou sur des blogs où les gens discutent de différentes théories. Et si ceci, et si cela, c'est peut-être un tel, c'est peut-être telle chose. Il y a Voilà. une vie pour la série après. C'est ça. En fait, d'avoir on visionné, cultive quoi. tout un imaginaire autour de la série et moi, je trouve ça hyper fascinant. Moi, je me demande toujours dans ce genre de série si les scénaristes, ils ont leur propre théorie qu'ils masquent ou si au contraire, justement, ils n'en ont pas eux-mêmes et ils inventent au fur et à mesure, mais sans avoir de vraie idée de ce qu'ils ont envie de révéler au final ou pas. Je ne sais jamais comment les scénaristes ils conçoivent ce genre de série. Est-ce qu'ils savent et ils prennent un malin plaisir à nous cacher, ou est-ce qu'en fait c'est tellement mystérieux que c'est si mystérieux justement parce qu'eux-mêmes ne savent pas où ils veulent aller et ils maintiennent un... Surtout que moi, ce qui m'interroge avec cette série, c'est que je suis allé revoir des interviews et j'ai lu pas mal de choses dessus. Et notamment, il y a des scénaristes qui disaient que finalement, ils ont écrit au fur et à mesure la série. Mais je me demande s'ils ne sont pas en train de jouer avec nous, avec les spectateurs, parce qu'il y a vraiment des petits détails qui sont glissés des fois dans le début de la série, qu'on va retrouver à la fin, et tu dis, non, c'est pas possible, ils n'ont pas pu faire ça au fur et à mesure. Ils savaient dans quelle direction ils allaient. Alors peut-être qu'ils n'avaient pas forcément tous les détails. Moi, en fait, les séries, ça me fait beaucoup penser à la manière de concevoir les mangas au Japon. Les mangas au Japon, c'est un système qui est très différent de la BD chez nous. Chez nous, un auteur de BD, généralement, il a le temps de sortir sa BD. Donc, un auteur, ça sort peut-être un volume par an, voire même des fois tous les 2 ans ou plus. Ça va dépendre des auteurs. Au Japon, il y a une vraie régularité, c'est-à-dire que le mangaka, en fait, donc, qui est le dessinateur du manga, a généralement un contrat avec une maison d'édition qui va diffuser chaque semaine un chapitre de son manga dans une revue. En fait, là-bas, ça sort d'abord sous forme de magazine. Et en fait, ce que nous, on a sous forme de manga, là-bas, c'est des espèces de recueils. C'est la version définitive. Et en fait, plus un manga marche, plus on va inciter l'auteur à continuer sa série. Et moins ça marche, plus on va l'inciter à écourter sa série. Et du coup, on a des auteurs qui savent dans quelle direction ils vont, mais en fonction, en fait, du succès ou non de la série, ils vont la prolonger, rajouter des choses, enlever certaines choses. Et là-bas, ça va même encore plus loin parce que dans ces fameux magazines où sont prépubliés les mangas, il y a des sondages auxquels les lecteurs peuvent répondre. Quel est votre personnage préféré ? Quelle est la fille que vous trouvez la plus mignonne, etc. Et en fait, l'éditeur fait des retours au mangaka qui va éventuellement orienter en fait, le manga en fonction de ça. Et c'est très participatif presque en fait. Enfin, il y a un côté le lecteur quasiment parce que si vraiment le scénario. C'est exactement ça, parce que si vraiment un personnage est très très peu populaire, il y a de fortes chances pour qu'il soit tué ou qu'il disparaisse dans la série. D'accord. Alors chez nous, c'est inconcevable parce qu'on a cette vision de l'auteur qui est maître de la série, etc. Mais là-bas, ça fait complètement partie de la chose. Et voilà, c'est pas étonnant. C'est presque eux qui seraient étonnés de notre mode de fonctionnement. Là, c'est vraiment des différences culturelles. Ils ont complètement épousé ça. Généralement, le mangaka, il a un assistant en fait, qui est là pour faire le lien entre l'éditeur et lui, et qui va à la fois donc, faire ses retours sur les personnages populaires, ceux qui ne le sont pas, les chapitres qui ont le plus plu, ceux qui ont le moins plu, etc. Mais qui va faire aussi tout un travail de documentation, c'est-à-dire qu'il va aider le mangaka à enrichir son œuvre. C'est pour ça que très souvent, quand les mangas sont sur des sujets spécifiques, je pense par exemple au manga sur le vin, comment ça s'appelle ? Gouttes de Dieu. Les Gouttes de Dieu. Ouais. Et tu as des années-lumière en termes de qualité de Château Bordeaux, par exemple, qui est une BD franco-belge, si je ne me trompe pas. Parce qu'en fait, cet assistant est là pour faire des recherches, contacter un tel ou un tel, trouver des archives, etc. Mais l'autre truc qui est assez étonnant, il est là aussi pour voir quelles sont un peu les tendances dans la société. Et je dis n'importe quoi, imagine tu fais un manga où ton personnage principal fait du roller et qu'en ce moment c'est plutôt la mode du skate. Lui va peut-être dire au mangaka, ça vaudrait peut-être le coup que le héros fasse du skate parce que c'est un peu plus dans l'air du temps. Quoi. Bref, je trouve ça hyper intéressant. Et en plus, c'était l'occasion de parler des Gouttes de Dieu, qui est un super manga. Tu as lu ça peut-être Alors, j'ai pas lu en entier, pareil, c'est comme Lost, j'ai lu les premiers. Voilà. Moi, j'avais vu les premiers épisodes, les Gouttes de Dieu, j'ai lu les premiers. Mais après, je me suis un petit peu lassé. Ouais. Parce que c'est un vrai phénomène en Asie, les Gouttes de Dieu.
c'est vrai. Ah oui. Et pas que au Japon, Il y a c'est plus dans... de 40 volumes, je crois. Hein. Ouais, Non, c'est du costaud. Ouais, oui. Et il y a des petits producteurs européens qui aujourd'hui vendent énormément en Asie grâce à ça. Ah oui, d'accord. Parce que, Carrément. en fait, toutes les bouteilles, etc., qui sont citées, c'est en fait des vins qui existent. Et ce sont des grands crus, hein, parce que Après, les premiers volumes, j'ai regardé, les prix sont Ouais. pas abordables pour un T'as bibliothécaire. refait ta Je- cave à je- vin, Mais du c'est- tout. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des producteurs qui jusque-là vendaient majoritairement en Europe, Ah oui, etc., oui, ouais. et qui étaient très peu connus en Asie. Et maintenant, en fait, C'est même une lumière, ouais. c'est ça, il Mm. y a carrément des gens qui viennent avec leur manga dans les... je sais pas comment on Je appelle... voudrais dans les cette caves. bouteille-là. Dans les domaines. je Ouais, parle dans plutôt les des caves. endroits qui vendent du vin, les caves, Les ouais. caves Dans les et caves. domaines. Ouais, ils vont dans les caves et ils Dans disent, les caves. voilà, c'est ce vin que je veux. Et ensuite, du coup, il y a des importations. Enfin, je trouve ça assez fascinant. Moi, c'est entre autres pour ça que le manga me fascine aussi, c'est que c'est tellement à part de la BD qu'on a chez nous que c'est un monde à part entière. Vous vouliez parler peut-être d'autre chose ou Moi, je sais pas, Pascal, tu... Non, vas-y. Vas-y. Claire. Moi, ça va complètement changer de direction là Mais pour le coup. on est là pour partir dans tous les Oui. sens. Je sais Moi, pas c'est si ça que je les- trouve, Tout le monde est intéressant. prêt, bien accroché. En fait, moi, voilà, j'ai continué un petit peu une sorte de trame par âge, mais c'est Ouais. venu par les coups de cœur aussi. Et là, on grandit un peu avec nos lecteurs, on passe plutôt sur la tranche des 8-12 ans. Et il m'est revenu ce chouette coup de cœur qui s'appelle Poppy la tornade. Ouais. Alors, c'est pas tout neuf, en fait, ça date de 2015. Ça a été publié... Ça va. Ça va, c'est pas encore trop ancien non Là, plus. je crois que c'est 2006 la première année, donc. Et puis c'est vraiment les coups de cœur qui durent, quoi. Ouais, Longtemps, carrément, et- carrément. Donc ça a été publié chez Sarbacane, mais particulièrement dans la collection Pépix. Alors en petit résumé, en fait, on va suivre une petite jeune fille qui a 10 ans. Alors elle s'appelle Popeline, donc surnommée Poppy. Puis en fait, elle va nous entraîner comme ça dans sa vie de famille qui est assez trépidante. Et surtout, enfin voilà, on sent que c'est une petite fille qui a du caractère avec sa bande de copines. Voilà, elle fait partie quand même de la bande des justicières du préau, quoi. Enfin, Ah ouais. faut pas l'embêter. Mais en fait, surtout, elle a un secret. Elle a une sorte de super pouvoir. Et en fait, c'est comme un troisième œil qui lui permet d'obtenir tout ce qu'elle veut des autres. Donc c'est Ok. quand même un pouvoir assez énorme, mais qui peut aussi parfois la dépasser. Et c'est tentant de s'en servir tout le temps, et tellement tentant qu'elle se rend compte que quelqu'un s'en est aperçu et commence à lui envoyer des messages anonymes. Mhm. Il y a ce petit côté, on mène l'enquête, on la suit, elle est très attachante. Et donc, comme je disais, c'est pas une toute fraîche nouveauté, mais c'est un roman qui m'avait bien séduite par son dynamisme et qui a quelque chose en fait de très humoristique. En fait, en feuilletant, on voit qu'il y a encore beaucoup d'illustrations. Donc Ouais, c'est chouette, ça. c'est adapté à des jeunes lecteurs. Beaucoup d'illustrations, des petits bonus, des petits quiz en plein milieu qui cassent un petit peu et qui redonnent Les du souffle. illustrations, ça fait un petit peu petit Nicolas, je trouve. Oui, un petit côté ouais. très vivant en fait, Ouais, et très carrément. enfantin. Et en fait, je voulais vraiment mettre l'accent sur cette collection Pépix, Ok. parce que voilà, non seulement ce titre-là, mais en fait, c'est une collection qui est née juste avant, donc en 2014. Et elle est vraiment née d'une volonté de moderniser un peu le genre pour cette tranche d'âge-là. Parce que l'éditeur s'était rendu compte que les anglo-saxons étaient très forts pour, à la Roald Dahl, en fait, apporter beaucoup d'humour, des vraies aventures, etc. Et en fait, lui, il a voulu le faire à la française en convoquant un petit peu des auteurs français. Et il a reçu beaucoup, il disait plein de manuscrits, des choses de très grande qualité. Et c'est vrai qu'on a actuellement dans les collections plein d'ouvrages en fait de chez eux qui marchent très bien. Ça va être le journal de Gertie, ça va être Ah oui. des choses comme ça. Excellent. Excellent, hein, n'est-ce pas, Excellent. François? Tu Ça me connais. réveille. Voilà, Excellent. c'est ça. Et juste pour terminer, il y a cette collection-là que je voulais mettre un peu en lumière si on cherche des romans sympas, vraiment d'aventure pour cette tranche d'âge-là. Et on a un peu l'équivalent chez Witty. Donc Witty, c'est une autre collection qui propose à peu près le même genre d'aventure, quoi. Ok. Donc vraiment, Poppy la tornade, n'hésitez pas. Mais Poppy, elle peut obtenir tout ce qu'elle veut, juste. Elle peut obtenir tout ce qu'elle veut. Ouais. Mais Ça t'intrigue. Mais ça c'est surtout que, comme tout à l'heure, ça me fait penser à un autre truc. Je sais pas si vous avez lu ou vu Umbrella Academy. Oui. Ouais.
Non. Et il y a un personnage dans Umbrella Academy qui a le pouvoir, en chuchotant ou en évoquant quelque chose, d'obtenir absolument tout ce qu'elle veut. Et donc, on arrive rapidement aux limites de la chose qui est quand est-ce que je peux m'en servir ou non. Oui. Et Oui, il y a la question, c'est de la philosophie presque. À quel moment essayer d'obtenir des choses pour son propre bien ou pour le bien commun, est-ce que ça reste quand même Ouais. juste alors C'est qu'on la est dans la morale aussi, manipulation un peu, hein, enfin, ouais. Voilà, c'est vrai que c'est un personnage assez fort de la série. Et donc, Pascal, t'as bien aimé Umbrella Academy Moi, j'ai bien aimé. Je l'ai vu que je crois qu'il y a la 3e saison qui est sortie cette année ou l'année dernière, Ouais. que je n'ai pas encore vue. Mais j'ai vu les 2 premières que j'ai beaucoup aimées, oui. Ah, c'est trop chouette. Vous connaissez peut-être, vous Alors, moi, j'ai vu le premier épisode. moi, je connais. Voilà. En fait, François, C'est une il ligne s'arrête. de conduite, en Moi, je fait. me rends compte que j'aime pas du tout les séries, que je regarde que voilà. Non, mais j'ai vu le premier épisode et puis après j'ai pas j'ai pas Après, accroché. si t'es et pas puis trop après, série, voilà, j'ai pas- on a les comics ouais. ici qui sont très très bien. Vraiment qui sont super chouettes. L'adaptation série, effectivement, est très bonne. On peut peut-être un petit peu en parler. Tu veux nous en parler un peu Je sais pas, parce que là, du coup, ça fait un moment que j'ai vu les épisodes. Enfin, je sais Ouais. pas si je vais réussir à me replonger dedans. Parce que du coup, l'histoire, c'est des frères et sœurs. Ouais. Même si on sait pas s'ils ont vraiment des liens du sang. Enfin, moi, au début, je me demandais s'ils étaient vraiment issus des mêmes parents ou si c'était Non, un non, non, non. orphelinat. Voilà. Mais en tout cas, ils s'appellent frères et sœurs et qui se retrouvent au moment La mort de leur de père. la mort du père, qui se retrouvent dans la grande maison familiale. Et on comprend qu'ils ont un lourd passé. Il y a des frères et sœurs qui s'entendent plus ou moins bien. Ils s'aiment, mais en même temps, ils se détestent. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas dans leur relation, mais on sent que c'est assez tendu. Et surtout, ils ont des capacités. C'est ça. Un peu hors du commun. En fait, leur père, c'est un des hommes les plus riches de la planète et qui s'est rendu compte que certains enfants, un jour J, C'est ça. sont nés avec des capacités exceptionnelles, des pouvoirs en fait. Et donc lui en a adopté un certain nombre. Donc il allait les chercher un peu aux quatre coins de la planète et les a élevés comme des frères et sœurs, mais pour créer une espèce de gang de super-héros. Et là, le père meurt. On a ses frères et sœurs qui se retrouvent donc pour les funérailles du père. Et effectivement, on comprend qu'il y a un lourd passé, que le père a envoyé un de ses enfants pour faire des analyses sur la Lune. D'autres se sont barrés parce qu'ils en avaient marre d'être élevés dans l'objectif de devenir des super-héros, etc. Et c'est surtout que le jour des funérailles du père, on a l'un des frères qui apparaît, sorti de nulle part, d'une espèce de portail. Et en fait, il annonce que il vient du futur et que l'apocalypse s'est déroulé et qu'ils ont quelques jours pour empêcher l'apocalypse. Et que lui a vécu seul sur la planète, je ne sais plus combien d'années après cet apocalypse. Ok. Trop chouette à lire en comics ou à voir en série. Les deux valent le coup. Et contrairement à pas mal de séries qui s'essoufflent avec le temps, je trouve que là, par exemple, la saison 2 et la saison 3 sont clairement au niveau, avec des personnages qui sont assez hauts en couleur, même parmi les ennemis et tout. C'est vraiment trop chouette, quoi. Pascal, je vois que tu avais quelque chose d'autre sous la main. Tu as peut-être envie de nous parler de ça Alors, c'est vrai qu'il y avait encore 2 albums de Rascal dont j'aurais voulu parler. Bah vas-y. Alors, un que j'ai pas là sous la main, qui s'appelle Poussin Noir. Donc, qui est un peu pareil, où la fin est complètement ouverte à interprétation. Et en préparation à cette émission, j'y ai beaucoup réfléchi et j'arrive toujours pas à trouver de réponse à la morale de cet album. Donc voilà, je vous inviterai à le lire et à me donner vos idées. D'accord. Donc Poussin Noir, on est dans une ferme. Il y a 100 poussins qui naissent, 99 tout jaunes et 1 tout noir. Les 99 tout jaunes, ils voient que le fermier et la fermière, ils ont des bottes jaunes, un ciré jaune. C'est que ça doit être leurs parents. C'est la même couleur, c'est que c'est bon. Poussin Noir, du coup, il se dit, bah ouais, mais moi je suis noir. Donc, c'est que si les liens familiaux, c'est la couleur, clairement, je suis pas dans ma famille, là, en fait. Donc, il se met en tête d'aller chercher sa vraie famille. Donc, il quitte les poussins et il va aller voir tous les animaux de la ferme un par un en leur demandant « Bonjour, est-ce que c'est toi ma maman ?» Donc là, ça fait un peu contre-randonnée. Il va voir le chat qui est noir et « Bonjour, est-ce que c'est toi ma maman ?» Mais non, voyons mon poussin, moi je suis un chat, mes petits, ça s'appelle des chatons. Et le poussin, c'est ok, d'accord. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé manger du lait boire du lait comme les chats, mais tant pis. Et puis il va voir le chien. Bonjour le chien, est-ce que c'est toi maman? Mais non, mon petit poussin, moi les chiens, moi mes bébés, c'est des chiots. C'est dommage parce que j'aurais bien voulu pouvoir aboyer
voilà, comme les chiens, et ainsi de suite. Donc, il rencontre tous les animaux de la ferme. Donc, c'est un côté très classique dans la construction. Avec le compte randonné, on découvre les animaux, les noms des bébés animaux, etc. Et puis, petit à petit, en fait, il s'éloigne. Il sort de la ferme. Et puis, toujours, on lui dit, bah non, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Et puis, il y a 2 ombres noires au loin. Il se dit, oh, des animaux noirs, ceux-là, c'est peut-être les miens. Donc, il court vers eux. Et les 2 formes noires lui disent en effet, mais viens mon poussin, nous on a très très envie de te rencontrer. Et si on regarde l'illustration, ce sont 2 loups avec un couteau et une fourchette. Et donc, bon, on se doute de la fin à partir de là, ça coupe ici. On ne sait pas ce qui va arriver au poussin, même si on s'en doute. Mais moi je me pose la question de la morale de cette histoire. C'est quoi la morale ? C'est faut se satisfaire de sa famille telle qu'elle est ? C'est faut pas partir à l'aventure sinon tu vas mal finir ? Ou est-ce qu'au contraire, est-ce qu'il vaut mieux, parce que concrètement, c'est des poulets de ferme, ça veut dire qu'ils vont devenir des poulets à la fin, donc ils vont être mangés. Est-ce qu'il vaut mieux avoir une vie de poulet et finir mangé, ou finir mangé par des loups, mais avoir rencontré plein d'autres personnes et vu plein d'autres modes de vie ? Est-ce que c'est ça la morale ? Je ne sais pas, en fait. Je n'arrive vraiment pas à comprendre quelle est... Voilà, ça m'intrigue, cet album me pose question. Quel est le message qu'on veut faire passer aux enfants ? On sent que tu as cogité, que ça te remue depuis des jours, des années. Mais depuis que j'ai découvert l'album, ça me remue. Donc voilà, donc si vous voulez le lire et me dire ce que vous en pensez. Jeter un petit coup d'œil et te donner notre avis. C'est ça, mais c'est la force toujours de Rascal de ne pas proposer d'interprétation, de laisser une fin ouverte, parce qu'après tout, peut-être qu'il ne va pas du tout se faire manger par les loups. Peut-être que les loups sont en train de pique-niquer et qu'ils vont inviter le poussin à pique-niquer. On n'en sait rien en fait. Donc, est-ce que le loup mange du poussin ? Est-ce C'est que ça les la loups mangent question. les poussins ? Ça laisse le débat. C'est ça. Tout à Donc, fait. voilà, la fin est ouverte, mais Trop toute bien. l'interprétation de l'histoire est ouverte aussi, et je ne sais pas quelle interprétation est donnée. Et du coup, l'autre, c'est celui que je Et vois là, l'autre, c'est Pied voilà. d'Or. L'autre, c'est Pied d'Or. Alors, pareil, celui-ci, je l'ai découvert là vraiment cette semaine en me demandant s'il y avait d'autres albums de Rascal comme ça, un peu intrigants comme les 2 dont j'ai déjà parlé. Et Pied d'Or rentre dans cette catégorie. Donc, en fait, là, on rencontre Tirelire, un cochon qui est une tirelire. Donc, il y a donc plein de pièces dans son corps qui ont été mises par un enfant. Il est dans une chambre d'enfant dont il n'a pas très bien compris le nom parce qu'avec toutes ces pièces, il n'entend pas bien. Et puis, un jour, il décide qu'il a envie de voir autre chose. Et il s'enfuit. Donc, il descend de son étagère, il marche sur le sol de la chambre. Il y a peut-être l'enfant qui passe au loin, mais on ne sait pas trop. Il rentre dans un placard. Là, il entend des sanglots. Il voit une jeune fille, qui est en fait une poupée de porcelaine, qui est très effrayée, qui parle à peine. Quand il lui demande son nom, elle dit qu'elle n'en a pas. Il dit bah non, on ne peut pas vivre sans un nom. Donc, dès que je te connaîtrai, je t'en donnerai un, t'inquiète pas. Et surtout, il lui manque une jambe. Là, le cochon, il dit, bah écoute, je peux pas te laisser comme ça. Si tu veux, bah viens avec moi et on s'en va ensemble. Donc, ils s'en vont ensemble et ils sortent de la maison et commencent à marcher dans les champs. Et puis, arrivé à certains points, bah, c'est la nuit, il décide de se reposer. Et là, le cochon, il n'en peut plus, il est épuisé de toutes ces pièces qu'il porte qui ne sont pas à lui. Et il les sort, aidé par la poupée, il sort toutes les pièces de son corps. Il se sent beaucoup plus léger et toutes ces pièces, il les jette au feu et il s'endorme. Et au matin, on voit qu'il y a une jambe dans le feu. Et voilà. Et à nouveau, je ne sais pas comment interpréter cet album. Est-ce que les pièces, c'est le symbole du passé qui pèse sur les personnes et il faut s'en débarrasser pour être heureux ? Est-ce que c'est l'amour qui allège ? La jambe, clairement, c'est la jambe qui va... Enfin, moi, je l'ai interprété comme ça. C'est la jambe qui va remplacer la jambe manquante de la poupée. Donc, est-ce que c'est le fait de se débarrasser de ces pièces qui ne lui appartiennent pas, qui ont été un poids pour lui, fait qu'il arrive à améliorer la vie de la jeune poupée qu'il a aidée. Là encore, il y a beaucoup de mystères. Attends, c'est très intriguant. Là, moi, je cogite. Là. À la poupée qui avait déjà qu'une jambe. Oui. Et c'est une autre jambe. C'est une autre jambe. Ah, oui, je pense. Peut-être qu'il stockait dans sa tirelire. C'est peut-être lui qui avait arraché la jambe de la poupée. Ah, mais peut-être. Et en fait, c'est un cochon psychopathe qui attire les jeunes filles dans les bois. En fait, tu nous parles que de trucs hyper glauques. Donc, ce sont des albums pour enfants à partir de 3 ans. Qu'est-ce qu'ils disent les enfants quand on leur lit des histoires ? Alors, celui-ci, je ne le sais pas. Autant Poussin Noir et Ami Ami, ce sont des albums qui sont beaucoup étudiés en classe. Les enseignants s'en servent beaucoup pour aider à l'interprétation du texte, à la compréhension, etc.
Autant Pied d'or, j'ai rien trouvé sur ce que Je pourraient en connaissais faire pas les du tout, enseignants, ouais. donc je ne sais pas comment les enfants reçoivent cet D'accord. album. Mais maintenant que je l'ai connu, je pense que ma prochaine heure du conte, ce sera Pied d'or. Ah, et je les vous dirai. pauvres enfants. Mais Tu c'est vas- clair. Tu vas prendre des cobayes et puis, C'est ça, tu il n'y a nous que diras. ça à faire. Demander aux principaux intéressés comment Sûr. ils le vivent. Eh bien, si tu aimes les histoires pour enfants un peu glauques, j'ai un film pour toi, qu'on a d'ailleurs à la médiathèque, qui est très très dur à trouver, parce que c'est un petit film d'Europe de l'Est. Ça vient de République tchèque. D'accord. C'est une réinterprétation en fait d'Alice au pays des merveilles Oui. par un réalisateur. Alors, je ne saurais prononcer son nom. On mettra ça dans la description en dessous. Je pense que c'est Jan Svakmajer ou quelque chose comme ça. D'accord. Et en fait, il a revisité l'histoire d'Alice au pays des merveilles en stop motion avec des poupées et des objets. Et du coup, c'est hyper glauque. C'est hyper glauque parce que la poupée qu'il a choisie est un peu effrayante, etc. Et l'univers du pays des merveilles qu'il a développé fait ultra flipper avec des... Voilà, tout est fait avec des espèces de bricolage, T'as l'impression des fois que c'est des animaux empaillés, et c'est même le cas parce que le lapin qui s'enfuit, il perd l'espèce de sciure de bois qu'il a à l'intérieur de lui. D'accord. C'est pas pour les enfants, c'est plutôt clairement pour les adultes. Alors, en fait, c'est dans l'imagerie que ça fait flipper parce qu'il y a rien de sanglant, il y a rien vraiment d'horrible. Mais l'imagerie est assez angoissante, etc. Et notamment, ouais, cette espèce de lapin, il a les yeux un peu rouges, il est un peu biscornu et tout. Et ouais, il perd la sciure de bois qui est à l'intérieur de lui. Et donc, régulièrement, il en ramasse par terre, il la remange pour se re-remplir le ventre parce que, en fait, je crois qu'il est coupé quelque part et la sciure tombe au fur et à mesure. D'accord. C'est assez glauque, mais ça vaut le pas sûre coup de le regarder, celui-là, de le regarder. Ne serait-ce que pour la performance d'avoir réussi à faire un film qui dure quand même un peu plus d'une heure, totalement en stop motion, avec quand Alice est en taille normale, c'est joué par une enfant en fait, qui a un jeu assez approximatif, mais du coup ça participe à l'ambiance, je trouve, du film. En fait, c'est hyper réussi, moi je trouve. C'est juste qu'il faut rentrer dans l'univers, c'est pas accessible, mais ça vaut le coup. Et par contre, quand elle devient petite, là, effectivement, c'est joué par une poupée, etc. Enfin, donc, il y a vraiment un jeu sur les matériaux, sur le montage et tout. C'est assez étonnant. Et il y a une scène qui m'obsède, j'y repense hyper souvent, où elle rentre dans une pièce et pour représenter des espèces de vers qui se déplaceraient sous terre, en fait, c'est fait par des chaussettes et tu as des espèces de chaussettes qui sortent de trous dans le sol et tout. D'accord. C'est assez fou. Inventif. Si vous aimez bien les trucs qui sortent un peu de l'ordinaire, n'hésitez pas à aller jeter un œil à ça. Le film est très très dur à trouver. Moi, je l'ai cherché pendant peut-être 10 ans avant de le trouver. Oui. Et en fait, on l'a à la médiathèque Magnifique. dans une édition DVD, quoi. Donc, D'accord, eh ben. ça fait partie des films qui sont ultra méconnus, mais qui valent le détour. Voilà. Et du coup, ça s'appelle Alice au Pays des Merveilles. Ça s'appelle juste Alice. Juste Alice. De toute manière, je mettrai en description. Et le film, il date de 1988. Oui. T'as l'air dubitatif. Oui, bah, je pense, on a tous l'air dubitatifs. Oui. On se regarde Mais avec c'est des bien. grands yeux. Non, mais je me dis que peut-être Mais que il de faut l'autre côté, ouvrir nos horizons, l'autre côté du c'est micro, il y aura important. peut-être des personnes que ça Bien pourra sûr. intéresser. Mais ceci dit, l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, en soi, il est, Déjà propice il est à- déjà assez badant, en vrai. Enfin, C'est clair. Cette jeune fille Moi, qui se j'adore. retrouve dans un univers avec l'œuf qui tombe du mur, avec les jumeaux maléfiques, Ouais. qui est en vrai, l'univers est très très inquiétant en soi. Enfin, on se met à la place de cette gamine là, qui se retrouve dans un univers étrange et qui ne lui veut pas du bien globalement. Ouais, c'est quand même inquiétant. Et d'ailleurs, il a eu le droit à vraiment plein d'adaptations qui sont toutes hyper différentes. Il y a même eu un jeu vidéo dans l'univers d'Alice qui s'appelle Alice au pays de l'horreur ou quelque chose Oui. comme ça. Et du coup, il retourne complètement le truc. C'est que c'est elle la violente de l'histoire. Elle se balade avec un couteau et tout. Enfin, c'est un D'accord. truc de fou. Je crois que je présente que des trucs glauques aujourd'hui. Oui, c'est bien, c'est bien. Faire fuir les lecteurs. François, je sens que tu as envie de nous parler de quelque chose là. Et oui, je vais vous présenter là maintenant un MOOC de cuisine.
Ok. Ok, mais François, qu'est-ce que c'est qu'un MOOC? Dis donc, mais alors, petit Mais oui, bonhomme, je vais François, t'expliquer. C'est clair. Alors, un MOOC, en fait, c'est un terme assez récent et c'est un terme anglais qui est l'abréviation entre magazine et book. Et donc, en fait, ça donne MOOC. Et en fait, c'est une forme hybride, alors qui n'est ni un magazine, ni un livre, ni une revue, mais en même temps, c'est un magazine, c'est une revue et c'est un livre. En fait, la plupart des MOOC sont sur abonnement. Il y a des numéros, ils sont mensuels, trimestriels, bimensuels, etc. Ils ont une périodicité. Et en fait, voilà, ils ont une périodicité de publication. Celui que je vais vous présenter, il s'appelle 180 degrés. C'est un MOOC de cuisine. Une température de chauffe idéale. Voilà, je pense que c'est ça. Je pense que ça joue. Et donc, il est sous-titré Des recettes et des hommes, reportages, réflexions, humeur et recettes. Et en fait, il combine à peu près tout ce qui concerne les revues, c'est-à-dire il y a des recettes, il y a des reportages, il y a des témoignages, il y a des portraits, mais sous la forme plus ou moins d'un livre, c'est-à-dire qu'il est relié, c'est-à-dire que la couverture est quand même assez solide, l'ouvrage tient dans le temps. Celui que j'ai devant moi, il date de 2013, voilà, et il n'est pas vraiment abîmé alors qu'il a été consulté un certain nombre de fois. Et effectivement, on a une pagination qui est plutôt agréable à lire. Il y a des très belles photos, il y a des très bonnes recettes de cuisine. Là, j'ai devant moi, et vous irez voir quand vous viendrez à la médiathèque, vous prendrez le numéro 2 de 180 degrés à la page 31 et vous aurez un superbe baba au rhum avec une crème chantilly, moi, qui me donne envie et qui est disponible. Alors là, c'est à la table Lauriston à Paris, mais il y a la recette. Alors, pour qui veut, peut faire la recette. Tu nous as emmené un, évidemment. On va Et pouvoir évidemment, à midi, Ah, c'est chacun chouette, aura merci. son baba au rhum. Petite dégustation. On s'est Et trouvé une voilà, petite dans le sortie frigo. professionnelle à faire en groupe. Et en plus, c'est François qui invite. Et voilà, merci. Alors, Merci, je reviendrai à ce Tu podcast. nous régales, Merci François, tu nous beaucoup. régales. Je reviendrai. Alors l'ouvrage est intéressant. Il faut savoir aussi donc c'est un ouvrage trimestriel et il y a un site internet. Alors je vous conseille aussi d'aller voir le site internet. C'est sans publicité. Le MOOC est sans publicité, le site internet aussi, et sur le site internet, il y a des petits focus sur des choses hyper précises et très intéressantes, avec des petits articles sur le droit qui concerne la nourriture. Par exemple, le dernier article que j'ai lu, c'est par exemple sur le lait. Figurez-vous que le mois dernier, le Conseil d'État a décidé, en accord avec l'Union européenne, qu'on ne pouvait plus mettre sur les bouteilles de lait produits en France. Ah oui? Et oui, et donc notre lait que vous achetez dans votre magasin, même à côté de chez vous, n'aura plus cette indication produit en France et peut venir de n'importe où en Europe. Voilà. Et on en apprend des choses décision, avec c'est une décision européenne qui a été validée par le Conseil d'État en France, alors que les petits producteurs, eux, considèrent que produit en France, c'est quand même mieux que du lait qui vient d'ailleurs. Mais voilà, vous n'aurez plus cette indication sur les bouteilles de lait. Voilà, des petits articles comme ça, hyper intéressants. Un article aussi très intéressant que j'avais lu sur la fameuse collection Simplissime. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Oui. Voilà, Ouais, Simplissime, etc. Et qui explique effectivement au niveau Simplissime, quand on a un livre de cuisine Simplissime où vous avez 40% des recettes qui sont avec de la truffe fraîche. Effectivement, c'est peut-être simple à faire, mais c'est pas donné à tout le monde. Voilà, c'est pas accessible à tout le monde. Ça décrypte un petit peu, voilà, exactement. Ouais, et c'est hyper intéressant. En général, ce petit décryptage-là fait un chapitre. Alors, dans ma mémoire, sur le site internet, ça s'appelle Opinion. Ok. Allez voir le site, il est très très bien fait et il vous donne aussi la liste de toutes ces MOOC. Alors, je crois qu'aujourd'hui, ils en sont au numéro 23. Voilà. Okay. Voilà, et puis je vais finir par vous donner une petite recette, parce que c'est toujours sympathique de se mettre à la bouche. Je cherchais des idées pour ce midi. Voilà, alors là, c'est une petite sauce mousseline aux amandes, parce que voilà, je pense que c'est pour accompagner autre chose, mais voilà, c'est une recette toute simple. Casser un œuf, séparer le blanc du jaune, mélanger le jaune d'œuf. Non, je rigole. Mélanger le jaune d'œuf dans un grand bol avec une cuillère à soupe de moutarde, du sel et du poivre. Jusqu'ici, ça va.
Ajoutez petit à petit 100 g d'huile pour monter la mayonnaise. Ensuite, montez le blanc d'œuf en neige dans un autre bol, puis incorporez-le délicatement à la mayonnaise avec 2 cuillères à soupe de poudre d'amande. Sauce mousseline aux amandes. On espère que vous Merci. avez pris des notes là parce que Ça a l'air bon. sinon vous revenez quelques secondes en arrière et vous pouvez entendre aurez à François nouveau en la boucle. recette, voilà. Donc ça s'appelle 180 degrés. Alors disponible dans les rayons de la médiathèque. Alors on n'a pas l'abonnement et on achète les numéros un par un. Comme un livre, hein. Et donc ils sont intégrés directement dans les collections Ok. au rayon cuisine. Trop bien. Merci. Voilà. Je vois que tu as encore une belle pile à côté de toi, notamment de CD. De CD, alors je ne sais pas si je continue. Vous voulez peut-être ou qu'on finisse si- d'abord avec les livres pour qu'on parle Ah, c'est ensuite comme, un peu de musique. Ah oui, c'est comme bah vous oui. voulez, Allez, vas-y Claire, parce que moi je aussi j'ai poursuis, prévu de parler d'un album. Donc, Donc, très bien. voilà, nos lecteurs grandissent. Nous sommes maintenant avec des lecteurs plutôt adolescents. Et là, c'est un coup de cœur que je crois partager avec Pascal. Carrément. Donc Trop bien. c'est Flore Vesco. Alors Flore Vesco, moi pour l'instant je n'ai lu que son tout premier roman, De Cap et de mots, donc paru en 2015 chez Didier Jeunesse, si je ne me trompe pas. Et ça a été un vrai coup de cœur. Tout à l'heure, Ouais. François, tu parlais de l'Oulipo. On est un petit peu éloigné là, mais malgré tout, ça m'a fait penser à son travail justement sur les mots. Il y a une inventivité, il y a une recherche, il y a énormément de jeux de mots. Elle crée des mots aussi et elle adore, ça c'est je dirais un point commun, quelque chose que je partage avec elle, c'est l'amour des mots rares et surprenants comme ça. Et dans ce roman, en fait, donc De Cap et de mots, on rencontre Serine, une jeune fille, qui, malgré la volonté de sa mère, refuse de se marier. Donc on est dans une période, je ne sais plus Pascal, si tu te souviens, c'est Oui, c'est un peu médiéval. oui, c'est ça, fin du Moyen-Âge. Moyen-Âge. Après, c'est une période fictive, donc Voilà. Hmm. Mais, imagine dans la cour de Marie-Antoinette. Ou, voilà, on est un peu dans une époque historique pas complètement définie, mais voilà. Et en fait, elle décide pour s'en sortir de devenir demoiselle de compagnie. Et en fait, elle s'en sort surtout parce qu'elle a énormément d'audace, donc elle va réussir vraiment par sa malice à se faire une place. Mais c'est un roman décapant et qui marque vraiment, je trouve, les esprits, quoi. Et là, en ce moment, je découvre un roman plus récent d'elle. Donc, c'est L'Estrange Malaventure de Mirella. Et là, elle emprunte aussi. J'en ai entendu parler, ouais. C'est du vieux français revisité à sa sauce. Et je vous invite aussi à découvrir son blog parce que, en furetant l'autre jour, je suis allée voir son blog et il est plein d'humour. C'est vraiment à son image et à l'image de ses écrits. Et plein de petites ressources, des quiz, des jeux pour s'amuser sur ses propres romans, en fait. Ok. C'est vrai que Flore Vesco, dans De Cap et de mots, ce que j'avais bien aimé, c'est que alors, c'est pétillant, c'est dynamique, mais il y a aussi ce côté où c'est l'intelligence qui gagne sur la force, la malice et l'intelligence qui gagnent sur la malveillance. Enfin, il y a le côté, en fait, la jeune fille, elle s'en sort aussi par la manière qu'elle a de s'exprimer, de tourner des mots, de faire comprendre les choses. C'est la force de la parole et l'intelligence qui l'amène à déjouer les complots et à résoudre les problèmes. Donc, il y a vraiment ce côté, la parole, est une vraie force, est un vrai pouvoir et peut permettre de résoudre certaines situations très compliquées. Bien mieux que la force ou la violence. Il y avait aussi ce côté-là que j'avais aimé. Je trouve qu'en ça, il sort du lot quand même, ce roman. Alors plutôt pour les 12 ans et plus, bons lecteurs quand même, parce que c'est vrai que dès qu'on casse un peu les codes classiques au niveau de la langue, il vaut mieux déjà être un petit peu plus à l'aise sur le langage, quoi. Pareil pour L'Estrange Malaventure, effectivement, le côté langue médiévale, mais un peu inventé. Il faut avoir un bon niveau de lecture pour être capable pour pas se perdre et comprendre. J'avais peut-être pour finir, si vas-y, j'ai juste 2 minutes, c'est toujours chez Didier Jeunesse, mais là c'est beaucoup plus récent, 2020 en fait. Donc Le Code Vivaldi, peut-être un peu plus accessible, donc de Nathalie Sommers. Et là en fait on va partir sur des romans, du roman d'espionnage, d'aventure avec un personnage féminin, une petite demoiselle qui a une sacrée personnalité là encore. Et en fait, ce qui est intéressant, donc on en a eu, il y a 2 tomes pour l'instant qui sont sortis. Moi, j'ai vraiment enchaîné les 2 parce que j'ai trouvé très sympa. En fait, dans le premier, on part à Venise,
puis à Rhodes dans le second tome. Et en fait, en ces temps où on a été quand même privé de déplacements, de voyages, d'évasion, moi je suis complètement partie dans ces univers parce que justement tout l'aspect historique et géographique est très fouillé. Et en plus quoi, de l'intrigue, il y a aussi un aspect roman de badinage, mais qui est très bien fait, très intéressant. Et il y a ce côté évasion, quoi. J'ai vraiment adoré donc, le Code Vivaldi en 2 tomes pour l'instant. Ça va donner envie de voyager. Voilà, c'est un peu l'idée. Pour bientôt. Ouais. Et moi, je viens juste de finir une lecture là ce matin avant de venir au travail. D'accord. Alors là, c'est un autre registre, c'est un classique. En fait, c'est le joueur d'échecs de Stefan Zweig. Ouais. Excellent. Ouais. Excellent, j'ai adoré. Si vous avez l'occasion de le lire, vraiment, il faut lire ça. Souvent, je le dis, mais si les classiques sont des classiques, c'est pas pour rien. Et celui-ci, ça vaut vraiment le coup. Le livre est pas très long, ça doit faire peut-être une petite centaine de pages ou quelque chose comme ça, même peut-être un petit peu moins. Ouais. Et en fait, il se divise en 2 parties. Une première partie où le narrateur, qui est pas forcément en fait le personnage le plus important de l'histoire, qui est un petit peu externe, est un joueur amateur d'échecs et qui va un jour rencontrer le champion du monde d'échecs. Et en fait, la première partie va servir un peu à décrire ce champion du monde qui sort un petit peu de nulle part. Il vient d'un petit village où rien le prédestinait à devenir un champion d'échecs. Le gars était doué pour rien. Okay. Et on ne sait pas pourquoi, alors qu'il n'a pas l'air d'être spécialement plus intelligent que les autres, plus futé. Ce serait même peut-être plutôt l'inverse. Et ben, le jour où il va se retrouver devant un plateau d'échecs, dès sa première partie, il va commencer à mettre des raclées à tout le monde, jusqu'à devenir un champion du monde très froid, qui fait ses parties un peu de manière mécanique, tu vois, il transpire d'aucune émotion, et qui, lors d'un voyage en paquebot, va rencontrer un autre joueur, lui aussi sorti de nulle part, qui va réussir à lui tenir j'ai pas le mot qui vient, qui va réussir en gros à être à son niveau. Je crois que sur la première partie, ils vont faire une égalité et ensuite, ils vont l'un après l'autre gagner et perdre. Mais c'est surtout que dès sa première partie, il va annoncer qu'il n'a pas joué aux échecs depuis 25 ans et il semble avoir le niveau d'un grand champion international. Et la deuxième partie, ça va être un peu une plongée dans l'histoire de ce personnage et qu'est-ce qui fait qu'il est à ce niveau-là et tout. C'est absolument fascinant, c'est très très bien écrit. Enfin, je trouve vraiment que c'est à la fois hyper fluide et bien écrit, sans non plus tomber des fois dans trop de style, etc. Ça se lit tout seul. Vraiment, ça a été un beau coup de cœur. Ah ouais, moi je l'ai lu il y a un certain nombre d'années. Effectivement, ouais. C'est un livre qui reste en mémoire. C'est un livre, voilà, on se rappelle. Quand on l'a lu, on se rappelle longtemps après de cette histoire. Ouais. Et moi, ça m'a fait penser pas mal à la série le jeu de la dame là, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Qui a été pas vu encore, mais j'ai eu des bonnes critiques. Ça a été un phénomène international à tel point que je crois que c'est la série qui a été le plus vue sur la plateforme de diffusion Netflix de tous les temps. Oui. Il y a eu une explosion là, au cours des derniers mois des inscriptions dans les clubs d'échecs, etc. Enfin, vraiment, c'est un truc de fou. Les échecs sont redevenus à la mode aussi sur les plateformes de streaming. Maintenant, il y a des compétitions d'échecs sur Twitch, etc. Enfin, il y a... c'est fou les effets que ça a parfois. C'est un truc de dingue. Vraiment, ça prend de l'ampleur. Et moi, j'ai trouvé la série sympa, mais pas aussi exceptionnelle que ce qu'on nous a vendu. C'est pas toujours hyper cohérent, etc. Et en fait, lisez plutôt le joueur d'échecs. Sur les échecs, moi j'avais lu récemment un livre jeunesse, vous l'avez peut-être lu, c'est Le Fils de l'Ursari. Ah non. Mais je vois, oui. Donc c'est l'histoire d'une famille d'Ursari, donc de montreurs d'ours en Europe de l'Est, qui se retrouvent obligés de quitter leur pays. Alors honnêtement, là, je me rappelle plus de la raison, mais peu importe, qui se retrouvent donc en France dans les situations dans lesquelles peuvent se retrouver les immigrés clandestins. Voilà, qui vivent dans des taudis, des bidonvilles, qui subissent la pression de la mafia locale pour obtenir la protection des gens puissants, qui doivent mendier et rapporter tout leur argent à ces organisations et tout. Enfin bref, ils vivent la misère telle qu'on peut la vivre dans ces situations-là. Et le gamin, le fils refuse de mendier pour
pour ce parrain local. Et du coup, il décide d'aller se cacher dans un parc. Alors, je ne sais plus, c'est un grand parc connu de Paris, mais je ne sais plus lequel. Là où il y a des tables d'échecs. Ok. Voilà, les connaisseurs connaîtront le nom, là, je ne me rappelle plus, mais peu importe. Et il va se cacher et il va observer un monsieur et une dame qui jouent aux échecs. Et puis, il va prendre l'habitude, en fait, très régulièrement, de se planquer au même endroit parce qu'il est tranquille et de regarder ce couple jouer aux échecs. Et un jour, alors je ne sais plus comment ça se passe, mais le gamin se retrouve à... le monsieur s'en va en cours de partie et le jeune garçon se retrouve à finir la partie avec la vieille dame qui comprend qu'il est très bon joueur d'échecs. Elle est très surprise, alors que le gamin ne parle pas français, n'a jamais joué aux échecs ni rien. Et du coup, surprise par ce talent de ce gamin tout chétif, tout craintif, elle va le prendre sous son aile. Donc, elle va se rendre compte que cet enfant déjà est d'une intelligence hors du commun, parce que comprendre les règles des échecs comme ça, à une dizaine d'années, juste en regardant des gens jouer, ça montre une intelligence assez rare. Et donc elle va le prendre sous son aile, elle va recontacter des associations pour... aider sa famille, elle va montrer que c'est une honte de laisser des enfants dans ces situations-là, elle va faire en sorte qu'il soit scolarisé, du coup elle va se battre pour lui parce qu'il l'a touché. Et donc il y a ce lien entre toujours le jeu d'échecs, l'intelligence, la solidarité. Donc ça part le lien, c'est que ça partait de ce jeu d'échecs qui a créé ensuite tous les liens. La famille va aussi essayer de s'en sortir et donc aidée par cette femme-là va lutter. On comprend aussi qu'il y a un passé dans l'Europe de l'Est qui pèse encore sur le père. Enfin, voilà, donc il y a tout ce côté amitié d'entre les frontières, solidarité sociale, difficulté pour les immigrés clandestins, et puis ce lien fort avec le jeu d'échecs et le fait qu'on laisse sans doute tout un tas d'enfants avec des capacités hors du commun dans des bidonvilles, alors que si on leur donnait une chance d'être scolarisés, ils pourraient révéler tout leur potentiel. C'est drôle, parce que le déclencheur, c'est exactement le même que dans le joueur d'échecs. Oui, c'est ça. C'est pour Zweig. ça que ça m'a fait la partie écho qui n'est pas finie, et l'enfant qui va finir la partie, on va se rendre compte qu'il est trop fort. C'est ça. Ok. Ouais, Tu voulais nous parler musique, François? Je vais vous parler un petit peu musique, parce qu'après un repas et un bon baba au rhum, quoi de mieux qu'une petite sieste en écoutant de la bonne musique? Donc, je vais vous présenter un compositeur que vous connaissez peut-être, que moi j'aime bien, que j'écoute depuis plusieurs dizaines d'années déjà. Alors, de temps en temps, je le lâche, de temps en temps, je reviens à sa musique. C'est Philip Glass. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Alors, Philip Glass, vous ne le connaissez pas, peut-être pas, mais vous avez déjà entendu sa musique, qui est souvent reprise donc, dans des films, dans des spots de pub, musique générique de radio, générique télé, etc. Il y a toujours des petites notes de Philip Glass qui apparaissent de temps en temps à la télévision, à la radio. On a toujours comme ça. On ne le connaît pas forcément, mais au moins sa musique, on l'a entendue. Voilà, donc aujourd'hui, Philip Glass, il est toujours en vie, il a 84 ans, et il se produit toujours sur scène, au piano. Alors, soit accompagné d'un autre musicien. Sur Internet, vous avez quelques vidéos qui existent. Et une des dernières vidéos que j'ai regardées, il est en train de faire un morceau de piano de son œuvre avec son fils qui raconte un poème d'Allen Ginsberg, le poète de la Beat Generation. Et c'est très émouvant à voir les deux générations qui se répondent, l'un au piano et puis l'autre en train de lire un poème. Alors la particularité de Philip Glass, c'est que dans les années 60, il a fait partie de la création d'un courant musical qu'on a appelé le courant minimaliste de musique américaine, et qui est en fait une musique de jeunes musiciens américains, la plupart de juifs new-yorkais, qui avaient fait leurs études de musicologie en France. Et je ne sais pas si vous savez, mais en France, à l'époque, à la fin des années 50, au début des années 60, la musique contemporaine était assez particulière, puisqu'on avait une musique contemporaine dont le chef de file était Pierre Boulez. Donc vous avez peut-être entendu la musique, qui est une musique très intellectuelle, qui est une musique très concrète, et très codée, et en fait très difficile d'approche. Quand ces musiciens-là sont arrivés en France, on leur a proposé
d'écouter cette musique et de travailler sur cette musique. Et évidemment, ils ont pris le contre-pied quand ils sont retournés aux États-Unis. Ils se sont dit, on va faire une musique beaucoup plus facile d'accès, qui va toucher plus de monde. Et en premier lieu, ce qu'ils ont fait, c'est de faire de la musique totalement gratuitement sur leur propre composition dans les universités. D'accord. Et au départ, cette musique a commencé comme ça. Alors la musique minimaliste américaine, elle est influencée par plein de genres, et notamment par la musique asiatique, et notamment la musique indonésienne, par la musique africaine. On va avoir beaucoup de percussions dans cette musique, et aussi ils vont prendre en compte aussi les polyphonies du Moyen-Âge, qui est une musique, quand on l'écoute, alors qui à l'époque, dans les années 60, n'était pas très connue, qu'aujourd'hui ne l'est pas plus connue, mais il y a un peu plus d'enregistrements. Et quand on l'écoute, la musique, alors elle est très religieuse effectivement, mais elle est aussi très hypnotique. Beaucoup de voix qui se répondent, beaucoup de sons qui apparaissent entre les différentes voix. Et donc ils ont joué sur tous ces tableaux pour créer un courant en fait spécifique américain. Et il y a d'autres compositeurs qui ont participé à ce courant minimaliste, des compositeurs comme John Adams, Steve Reich. Alors tous ces compositeurs-là, vous pouvez le retrouver dans les médiathèques. Hein. On a tous les CD de ces compositeurs qui ont écrit sur cette musique-là. Et au tout début, alors cette musique n'a pas trop pris en Europe, puisque effectivement il y avait une prédominance des compositeurs français, comme je le disais, faisaient de la musique très particulière, très intellectuelle, pour un public très particulier. Et donc effectivement, cette musique-là était considérée comme trop facile, comme trop basique. Et puis voilà, il y avait pas d'entrain pour cette musique-là en Europe. Et c'est Philip Glass qui va avoir justement le petit coup de chance, et avec une date extrêmement précise que je vais vous donner aujourd'hui. On t'écoute. Le 25 juillet 1976. Alors là, on boite toutes tes voilà. paroles. Et alors là, on est concentré. on est vraiment là. Et ce jour-là, on est au Festival d'Avignon. Festival d'Avignon, festival de théâtre, mais qui, dans les années 70, s'est ouvert à tous les arts, en fait. Il s'est ouvert à la danse, il s'est ouvert à la musique, donc il était forcément au théâtre, mais à tous les arts de la rue aussi. Et donc, ce jour-là, le 25 juillet 1976, Philip Glass présente un opéra très particulier qui va durer 4 heures, voilà, dont le titre aussi particulier, qui s'appelle Einstein on the Beach, et qui est écrit donc en collaboration avec un chorégraphe qui s'appelle Bob Wilson, donc, qui est un immense chorégraphe américain, mais qui a beaucoup demeure en France. Voilà, il vit la plupart du temps en France, donc il avait déjà un lien fort avec la France, et tous les deux, ils ont écrit un opéra qui n'est pas un opéra. Et du coup, ça va perturber la plupart des gens qui étaient présents au public. Il va y avoir derrière un enregistrement en 33 tours à l'époque. Alors pour les jeunes qui ne savent pas ce que c'est un 33 tours, c'est aujourd'hui du streaming. J'allais dire un CD, mais les CD, non, même pas. Voilà. Donc voilà. Donc, à l'époque, c'était il y a eu un enregistrement audio de cet opéra. Alors l'opéra, il est particulier. Donc il prend le personnage d'Einstein, mais c'est pas le personnage d'Einstein qui va être le personnage principal, c'est la relativité. Voilà. Okay, et donc voilà, ambitieux. ça va être un opéra extrêmement abstrait. Voilà, avec une musique répétitive. Voilà, par exemple, le premier acte, la première scène de la première acte, c'est 3 mots qui sont dits, 1, 2, 3, et qui sont répétés pendant 20 minutes. D'accord. Voilà. C'est Et donc, expérimental. c'est expérimental. Voilà. Mais ça va effectivement donner vraiment un point de vue très précis sur la musique minimaliste américaine, sur la musique contemporaine américaine, et sur Philip Glass qui va devenir en Europe quelqu'un d'extrêmement connu et qui ensuite va pouvoir et ça, on peut l'écouter? Alors ça, on peut l'écouter. On l'a, l'opéra. Hein, voilà, on a une version de l'opéra Einstein on the Beach. Ça fait 3h30 ou 4h. Alors, pour moi, c'est pas l'œuvre la plus facile à écouter, puisque effectivement, écouter pendant 20 minutes une litanie comme ça, assez particulière, c'est pas facile à écouter.
Mais c'est vraiment le point de départ de sa musique. Et t'aurais un CD peut-être un album de Philippe Glass à nous recommander? Alors après, pour recommander, alors ça va être plutôt les musiques de films, parce que la deuxième particularité de Philippe Glass, c'est qu'il a donc écrit des opéras, il écrit aussi des symphonies, il écrit de la musique vraiment très classique et très codée, mais il est aussi un grand compositeur de musique de film et de musique de documentaire. Alors je vous propose juste un parmi tous ceux que j'avais choisis, mais bon, après, tu peux nous en dire un ou deux. Hein. Voilà, c'est un documentaire. Alors c'est un des plus beaux documentaires qui existent sur les animaux. Ça s'appelle Les animaux amoureux. C'est de Laurent Charbonnier. Et en fait, il va nous présenter tout ce que c'est que l'amour dans la nature avec tous les animaux. Rien que la pochette, on voit là. Voilà, c'est deux kangourous en train de s'embrasser. C'est magnifique. Et derrière, vous avez les deux lions qui se regardent, mais de manière... Voilà. Et tout le film est comme ça. Et la musique fait partie aussi du documentaire et a un lien très très fort avec les images. Voilà. Et donc Philippe Glass, c'est un grand compositeur de musique de film. Alors là, il y a quelques musiques de films comme The Horse, qui a eu un succès. Alors je ne sais plus de qui c'est ce film-là, je vais vous le dire tout de suite. Mais avec Nicole Kidman. Ah oui. Voilà, c'est... Voilà, Meryl Streep et Julianne Moore, voilà, qui racontent la vie de Virginia Woolf, entre autres. Voilà, y a plein on a quelques musiques de films, on a de la musique pour piano aussi de lui. Voilà, moi c'est un compositeur que j'aime bien, que j'écoute pas tout le temps non plus, mais qui est une musique que je reviens souvent. Pour moi, c'est une musique très reposante et puis voilà, c'est voilà. Merci pour cette conclusion. C'est voilà. Non mais voilà, quoi dire d'autre c'est un grand compositeur américain. Allez voir aussi sur internet ses vidéos parce qu'elles sont intéressantes et puis voilà. Mais voilà, écoutez sa musique, à mon avis, ça vous dira quelque chose. Merci, ça marche. Alors moi en musique, on change totalement de registre. Avec un artiste, je ne sais pas si vous connaissez, il s'appelle Zedjoun Pavarotti. Non, pas du tout. Alors Pavarotti en référence à Pavarotti, mais on n'est pas du tout dans ce registre musical. C'est un artiste qui est issu plutôt de la scène rap, même s'il est vraiment à la croisée des genres. Et notamment son dernier album que j'écoute en fait en boucle depuis sa sortie le 9 octobre dernier, donc 9 octobre 2020. Je dois l'écouter bien 3-4 fois par semaine et c'est assez rare que je me lasse pas d'un album comme ça avec le temps. En fait, c'est un artiste qui vient de Saint-Étienne et qui est assez étonnant parce que effectivement, il vient de la scène rap, donc avec une écriture qui est très intéressante, etc. Mais avec des vraies influences qui viennent d'autres univers. Déjà, son nom montre qu'il est ouvert à tout un tas de choses. Mais c'est pas... alors moi, j'adore le rap, mais c'est pas le rap qu'on imaginerait, en fait. Celui-ci a pas mal d'influences, notamment dans le rock, dans la pop, dans la chanson française. Et je pense que pour des gens qui sont un petit peu éloignés de l'univers rap, c'est un artiste qui pourrait servir de porte d'entrée avec des textes qui sont à la fois très riches, mais que je trouve... j'ai pas envie de dire accessible parce que c'est pas simple, mais qui peuvent vraiment nous évoquer des choses assez instinctivement. Alors il a un profil assez étonnant dans ses paroles. C'est un artiste. Moi j'aime bien dire que c'est un rappeur un peu tourmenté. C'est pas forcément de la musique très légère enthousiasmante, etc. Il parle pas mal de ses démons, son sentiment de solitude, les difficultés qu'il a eues dans son enfance, etc. Ses relations amoureuses et tout. C'est vraiment très très poétique en fait. Moi j'aime beaucoup. Et donc cet album il s'appelle Bossaigne. C'est une expression en fait qu'on utilise à Saint-Étienne vu qu'il a grandi là-bas. C'est un peu l'équivalent de peu cher dans le dialecte local. Et souvent, quand on me demande de qualifier Zedjoun Pavarotti, quand j'en parle, je dis que c'est le plus rocker des rappeurs, en fait. Parce que dans cet album, il y a beaucoup de guitare,
notamment avec son producteur. Donc, dans le rap, quand on parle de producteur, c'est ceux qui font les instrumentales sur lesquelles l'artiste va parler, enfin rapper, chanter, etc. Donc lui, c'est quand même déjà très chantant comme rap. Et dans les instrus, voilà, il y a énormément de guitares, souvent des guitares qui sont acoustiques. Donc on est complètement, comme je disais, à la croisée des univers. Et les clips sont vraiment magnifiques. Je vous invite à aller voir ça. C'est très, très artistique. Ces pochettes aussi sortent vraiment de l'ordinaire. Il y a toute une imagerie, des couleurs. Ça fait très années 60 par moment. La musique est super mélancolique. Vraiment, écoutez Zedioun Pavarotti. Pour moi, c'est vraiment un des espoirs montants de la scène rap. De toute manière, aujourd'hui, le rap, c'est tellement diversifié que... Oui, c'est sûr. En fait, moi, quand on me dit j'aime pas le rap, c'est un peu difficile à entendre dans le sens où dans le rap, on va avoir autant voilà, des chanteurs engagés comme du Kerry James, des choses qui sont intemporelles et très actuelles comme Booba et du Zedioun Pavarotti. Aux États-Unis, on va autant avoir des trucs qui sont très planants, très funky à la Snoop Dogg et des choses qui vont être plus agressives, on va dire, à la 50 Cent. Je trouve qu'on est en train de vivre aujourd'hui dans le rap ce qu'on a connu, enfin moi je ne l'ai pas connu, mais ce qu'ont pu connaître certains dans les années 60-70 avec le rock. C'est-à-dire que moi qui, à la base, suis plutôt un passionné de rock, avec le temps, je me rends compte qu'actuellement, ce qui se fait, on tourne pas mal en rond et que vraiment la grande époque du rock, c'était les années 60-70 jusqu'à Nirvana à peu près dans les années 90. Depuis, j'ai l'impression que tout ce que j'écoute, ça fait écho à des choses que j'ai déjà entendues. Et cette espèce de période hyper créative où on joue avec les styles, avec les genres, le rock, c'était la même chose, c'est-à-dire que comparer les Beatles, AC/DC et Led Zeppelin, ça n'a rien à voir. Eh bien, aujourd'hui, dans le rap, c'est ça. Et vraiment, Zedioun Pavarotti, très très gros coup de cœur, hyper chouette. Typiquement, c'est le genre d'artiste qu'on pourrait écouter sur des radios qui habituellement ne s'intéressent pas trop à ce genre musical. C'est ce qu'on pourrait très facilement écouter sur du Nova, quoique Nova, en fait, s'intéresse pas mal au rap dernièrement. France Inter commence aussi. Mais vraiment très chouette. Je vous invite à découvrir son univers, notamment le dernier album qui est peut-être le plus abouti. Il a fait 2 albums qui n'étaient pas vraiment des albums exactement. 2 autres projets qui s'appelaient Grand Zero et French Cash avant. Mais voilà, ça vaut clairement le détour, c'est très très chouette. Et petite parenthèse, hier, donc nous on enregistre là le jeudi. Non, on est vendredi 30 avril. Dans la nuit de mercredi à jeudi, il y a eu la sortie du nouvel album de Damso, qui est un artiste qui est très attendu et très plébiscité dans le monde du rap. Il est belge. Et lui aussi, assez incroyable, des influences qui sont assez folles, qui vont aussi piocher dans les musiques africaines, dans la funk, dans tout un tas de choses. Et là, qui nous a sorti... En fait, c'est une réédition de son album de l'année dernière, donc il rajoute 11 titres qui sont assez fabuleux. Là aussi, une plume qui est assez enthousiasmante, même si on va être dans des choses qui sont beaucoup plus crues que ce que nous propose Zedioun Pavarotti. Voilà. Merci. Ça donne envie Je pense qu'on va arriver vers la fin. Moi, je voulais peut-être vous parler juste d'un petit jeu de société avant qu'on se quitte. Après, vous aviez peut-être d'autres choses sous le coude à nous présenter. Non, ça y est, j'ai fait le tour. J'ai eu l'occasion de tester hier Unlock, oui. que certains ont peut-être déjà eu l'occasion de tester. Unlock, le concept, c'est de vivre un escape game dans une boîte de jeu. Donc, j'ai testé un scénario que j'ai trouvé vraiment pas mal. Dans l'univers du croque-mitaine. En gros, c'est des monstres qui sont cachés dans la chambre d'un enfant. Il va falloir se débarrasser de ces monstres, etc. C'est dans la boîte Exotic Adventure et je crois que l'aventure s'appelle La Nuit des croque-mitaines. Et je crois que j'avais eu l'occasion sur un festival de jeux de tester très rapidement Unlock. Je me demande si c'était pas le tuto à l'époque, mais je m'étais jamais vraiment lancé dedans. J'adore les escape games et franchement, c'est génial.
Comment ça fonctionne? Alors déjà, pas besoin de règles du jeu, vu que pour découvrir le jeu, il y a un tutoriel qui est une espèce d'escape game simplifié. Il faut juste télécharger l'application Unlock sur son téléphone et c'est parti pour l'aventure. C'est un système de cartes, il va falloir trouver des éléments, etc., déverrouiller avec des codes sur l'application. Est-ce que j'oublie des choses? Combiner des cartes entre elles pour voir quel effet ça produit. On peut avoir des malus. J'ai halluciné sur les quantités de malus qu'on pouvait avoir. Je me suis pris des moins 2 minutes, moins 1 minute, moins 3 minutes. Ça fait mal. Je crois que la partie, elle a duré un petit peu plus d'1 heure, donc on n'a pas réussi à la finir en moins d'1 heure. C'est un peu le challenge normalement. Mais en fait, on peut prendre plus de temps, c'est pas problématique. On a dû passer, à cause d'un malus, 30 minutes à jouer un escape game sans avoir le droit de communiquer les uns avec les autres. Donc pas le droit de parler. C'était à la fois horrible et génial. On a passé 10 minutes à devoir garder une main dans le dos, donc pour aller fouiller dans des éléments, etc., avec une main. Et là, c'était le premier des scénarios de la boîte, parce que dans chaque boîte, il y a 3 scénarios. Et franchement, pour un niveau 1, j'ai trouvé que le niveau de difficulté était déjà plutôt intéressant. Alors, je pense qu'après, on chope les mécaniques et ça va plus vite. Alors, c'est ce qu'on croit, mais en fait, en tout cas, pour ma part, j'en ai fait, je sais pas, j'ai dû en faire déjà 6 ou 7 scénarios. Donc, je suis pareil, dans une boîte, je fais toujours les 3. Le scénario tutoriel qui est vraiment facile, celui-là, j'y arrive toujours dans les temps. Le scénario intermédiaire et le scénario difficile. Je n'en ai jamais réussi aucun dans le temps imparti. J'arrive quasiment toujours à tout résoudre. Par contre, dans le temps imparti, j'ai jamais réussi. Et il y a même 1 ou 2 fois où j'ai dû finalement demander la solution dans l'appli. Et voilà, parce que là, c'était impossible. Et même avec la solution, je comprenais pas forcément la solution. Mais non, on croit qu'on comprend les mécaniques de jeu. Effectivement, on acquiert une fluidité, mais pour autant, les énigmes, elles sont quand même toujours difficiles, toujours différentes. Et des fois, on croit qu'on a compris, en fait, on est à côté de la plaque. Donc, c'est un renouveau à chaque fois. Enfin, pour en avoir fait plusieurs. Bon voilà, exactement. Parce qu'en vrai, là, comme j'ai fait celui niveau 1, je me suis dit, mais je vais rouler dessus, parce que j'adore les escape games, j'en fais pas mal, et je pense plutôt bien me débrouiller à chaque fois. Et là, je me suis vraiment par moments un petit peu retrouvé en difficulté et j'ai trouvé ça terriblement excitant en fait d'avoir du challenge et tout. Enfin, c'est trop chouette. Et je recommande de jouer quand même au moins à 3. Je pense que c'est vraiment plus amusant. Mais pas beaucoup plus. Ouais, peut-être. Peut-être jusqu'à 4. Alors moi, je joue plutôt à 2 avec mon ami, mais... Parce qu'après, si on est trop nombreux, on ne s'entend plus parler, on n'arrive plus à avoir d'idées, et finalement, on perd du temps en discussion, là où des fois, il faut juste avancer, il faut aller du tac au tac. Donc, 3-4, je pense que c'est bien. Au-delà, on n'avance plus, quoi. Ouais, je pense. Bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. Oui. On vous remercie du coup de nous avoir écoutés pendant presque 1h30. Donc, pour rappel, le podcast est disponible sur à peu près toutes les plateformes. Donc, on le met au format vidéo sur YouTube, mais aussi sur Deezer, Spotify, Apple Music, etc. Si vous nous écoutez sur Apple Music, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou quelques étoiles en dessous. Ça nous aide pour le référencement notamment. On espère que cela vous a plu. Moi, je suis content d'avoir pu enregistrer avec vous 3. C'était très chouette. Et du coup, merci à toi. Normalement, on se retrouve dans un mois pour le 3e épisode et je vous dis salut à tous. Au revoir. Au revoir.